Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI reçoit Chakib Ben Moussa. Le souverain l'a chargé de la présidence de la commission spéciale sur le modèle de développement. Le Maroc participe à un sommet sur l'investissement en Afrique organisé par l'Allemagne. L'événement a pour objectif d'améliorer le climat des affaires sur le continent africain et de lancer des projets de développement. La communauté juive marocaine des États-Unis rend hommage aux monarques marocains et à leur engagement en faveur de la liberté de culte et du dialogue interreligieux. 50 000 Marocains de confession juive résident aux États-Unis en maintenant leur attachement à leur pays d'origine. Et de 6 pour Visa for Music, plus de 50 artistes sont attendus sur la scène de ce rendez-vous dédié aux musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Avec nous pour en parler dans cette édition, Brahim El-Msned, fondateur et directeur de l'événement. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par cette audience au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu Chakib Ben Moussa. Le souverain l'a chargé de la présidence de la commission spéciale sur le modèle de développement. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. La création de cette commission avait été annoncée lors du discours du trône en juillet dernier. Reportage Khalid Nejdi et Azdine Idrissi. Le récit est de Rita Saha. Reçu au Palais Royal de Rabat par Sa Majesté Mohammed VI, Chakib Ben Moussa vient d'être chargé d'une nouvelle mission. Le souverain a en effet nommé l'actuel ambassadeur du Royaume en France, président de la commission spéciale sur le modèle de développement. Lors de son discours à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait d'ailleurs souligné que cette commission ne tiendrait lieu ni de second gouvernement, ni d'institution officielle parallèle, mais qu'elle jouera le rôle d'organe consultatif, investi d'une mission limitée dans le temps. Elle devra prendre en considération les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être, dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement et le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. Le souverain avait ajouté que la commission devait remplir son mandat avec impartialité et objectivité et qu'elle devrait réaliser un constat exact de l'état des lieux, quels que soient les résultats. Et afin de mener à bien cette mission et proposer par la suite des solutions adaptées, des compétences nationales issues du public et du privé spécialisées dans différentes disciplines académiques vont siéger au sein de cette commission. Ces profils expérimentés, faisant preuve d'impartialité, seront dotés des outils nécessaires pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Ben Moussa est donc le nouveau président de la commission spéciale sur le modèle de développement. Ce grand commis de l'État a longtemps assumé des responsabilités importantes. Lauréat des grandes écoles, il a notamment été ministre de l'Intérieur et président du Conseil économique, social et environnemental entre 2011 et 2013. Il devra désormais mener la réflexion sur ce grand chantier qu'est la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Retour sur son parcours avec Oussama Al-Bqali. Après les sciences, la politique et la diplomatie, Chakib Ben Moussa est désormais président de la commission spéciale sur le modèle de développement. Cet homme d'État est titulaire de diplômes de quelques-uns des plus grands instituts d'ingénierie au monde. Chercheur à ses débuts, il occupera des postes d'État dans les domaines du transport, notamment, avant de passer par le secteur privé entre 1998 et 2002. Il retournera à la fonction publique en tant que secrétaire général du ministère de l'Intérieur, dont il prend la fonction ministérielle à partir de 2006. Une fois sa contribution à la lutte antiterroriste et au lancement de l'initiative nationale de développement humain effectuée, il sera nommé par Sa Majesté le Roi, en février 2011, président du Conseil économique, social et environnemental dont il a supervisé le démarrage, permettant à cette institution constitutionnelle de contribuer à la bonne gouvernance du royaume. Depuis mars 2013, Chakib Ben Moussa était installé au 5 rue Le Tas à Paris en sa qualité d'ambassadeur de Sa Majesté en France. Avec son expérience et son savoir-faire, Chakib Ben Moussa pourra enfin mettre en œuvre son ingéniosité pour diriger la nouvelle équipe qui a comme mission de proposer le nouveau modèle de développement du pays. Focus à présent sur la mobilisation face à la vague de froid. Un dispositif d'alerte est mis en place par le ministère de l'Intérieur dans 24 provinces. C'est le cas notamment dans la région de Ouarzazate. Les moyens logistiques sont mobilisés dans les zones rurales au profit de 140 villages. C'est un reportage de Nzaba Azizi et Hassan Belalim. Le récit est de Amina Ben Khalq. Les tractopelles sont déjà à l'œuvre dans ce douar des environs de Ouarzazate.
Ces engins sont mobilisés par les autorités en prévision d'un hiver rude dans cette zone montagneuse où il fait déjà jusqu'à 5 degrés, une température amenée à baisser dans les prochains mois. Au total, 23 engins sont mobilisés ici, dont des déneigeuses, des tractopelles et des niveleuses. Ces mesures concernent les 80 000 habitants des douars ciblés où nous avons mobilisé 54 engins pour garantir leur désenclavement. Nous avons également déployé 122 voitures et camions dans la province, ainsi qu'un effectif composé de 232 cadres et assistants. Tout ce dispositif a été défini par ce comité de veille. Des réunions similaires se tiennent dans toutes les provinces généralement touchées par la vague de froid. Mais dans le cas précis de Ouarzazate, 142 douars bénéficieront de ce plan d'action qui fait appel aux grands moyens. Nous avons effectué un recensement pour identifier les personnes qui ont besoin de notre assistance. Parmi les catégories prioritaires, les femmes enceintes. Nous avons également décidé de prendre en charge les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, mais aussi les personnes sans domicile fixe. Cette prise en charge médicale correspond aux objectifs du programme Riaya du département de la santé, une stratégie qui vise à garantir les soins de proximité aux habitants des régions montagneuses. Voilà pourquoi 32 ambulances et 5 caravanes médicales ont également été mobilisées. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec ces déclarations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il affirme que les États-Unis ne considèrent plus comme illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie. Une décision vivement dénoncée à travers le monde, notamment par l'Union européenne, qui déclare que toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international. De son côté, la Ligue arabe affirme que les déclarations de Mike Pompeo entravent les perspectives de paix entre Palestiniens et Israéliens. En Algérie, le mouvement de contestation se poursuit. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Alger et dans plusieurs villes du pays. À Alger, devant les lieux où les candidats à la présidentielle ont tenu leur meeting, les protestataires ont réaffirmé leur rejet de cette élection. Un scrutin prévu le 12 décembre prochain et pour lequel 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. Direction l'Allemagne, qui accueille une rencontre sur l'investissement en Afrique. Le Maroc prend part à cette réunion qui se tient à Berlin. L'événement vise à lancer des initiatives pour améliorer le climat des affaires sur le continent africain et mettre en place des projets de développement. Plus de détails avec Amina Benkhalq. Nasser Bourita, accueilli par Angela Merkel. Une poignée de main chaleureuse entre la chancelière allemande et le ministre des Affaires étrangères et la coopération africaine qui représente le Maroc aux travaux de ce sommet de Berlin, le pacte du G20 avec l'Afrique, plus précisément avec 12 pays du continent. Ce pacte prouve que nous partageons plusieurs projets d'envergure. Cet événement montre aussi que l'économie allemande, mais aussi européenne, doit encore investir en Afrique. Et il existe encore plusieurs pays du continent dont nous ne connaissons pas le climat des affaires. Il est donc important de se saisir de ce genre d'opportunités pour en parler. Car cet événement est surtout l'occasion pour les 12 pays du continent de prospecter de nouveaux marchés et de renforcer les partenariats déjà existants. Nous montrons ici à quel point l'Afrique s'intéresse au business. L'objectif est justement d'attirer encore plus d'investisseurs. En tout cas, c'est une priorité pour le Rwanda où nous avons développé des partenariats avec des géants allemands, que ce soit dans le domaine de l'automobile ou de l'industrie. Ces exemples illustrent le degré de compétitivité des économies de notre continent. Le pacte du G20 avec l'Afrique a été lancé en 2017 pour accélérer les investissements dans le continent. Mais seuls les pays qui ont réussi à renforcer leur stabilité économique et le climat des affaires sont concernés. Et le Maroc en fait partie. Une action commune pour l'Afrique, c'est aussi l'objectif du forum Paix et Sécurité. L'événement se tient au Sénégal, dans la capitale Dakar. Pour les participants, la résolution des conflits sur le continent passe par des actions concrètes pour l'éducation et la croissance économique. Reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Dieye et Othman Mawadea. Dans une nouvelle approche de lutte contre le terrorisme, les populations sont considérées comme une entité incontournable. Les conflits revêtant de plus en plus un caractère intercommunautaire, le dialogue social et l'implication des organisations civiles se présentent comme une alternative dans la prévention de ces conflits. Les armées classiques peuvent-ils faire face à ceux qui se livrent à ces actes d'une brutalité inouïe? Il faut par-dessus tout rechercher la confiance des populations sur le terrain.
Il faut coordonner toutes les coalitions antiterroristes, toutes les opérations des Nations Unies par l'échange des informations et des renseignements antiterroristes et puis par la coordination des actions. Ils sont nombreux, les experts, à s'accorder alors sur la nécessité de mener la bataille contre l'insécurité, aussi sur un plan idéologique, mais également économique. Parce que la paix aussi et la sécurité, c'est une question d'éducation. Il faut être les premiers dans l'esprit des gens. Face à des menaces de plus en plus complexes et de mieux en mieux organisées, quelle réponse adéquate et efficace à apporter? La problématique a traversé tous les panels de ce forum sur la paix et la sécurité édition 2019. Une menace terroriste qui a fait plus de 1500 victimes au Mali et au Burkina Faso entre mai et octobre 2019. Mamadou Dieye, Othman Mawader, depuis le Centre international de conférence Abdou Diouf à Dakar, ici au Sénégal, pour la deuxième. Retour au Maroc avec cette rencontre internationale sur l'égalité des genres. Experts et associations sont réunis pour une réflexion sur la paternité, son évolution à la lumière des changements législatifs et son rôle dans la vie domestique. C'est un reportage de Jada Berdan et Mustafa Sadouni. Le récit est de Mehdi Foudi. Un père qui s'occupe au quotidien de son enfant. Dans certaines sociétés, ces images pourraient relever de l'extraordinaire. Une situation pourtant normale que la campagne internationale Men Care s'efforce de prôner aux quatre coins du globe, avec pour objectif une plus grande implication des hommes dans la vie domestique. Il est impératif que l'homme soit impliqué dans la santé de la mère et de l'enfant pour pouvoir arriver vraiment à l'égalité des sexes. Venus de plus de 20 pays, les participants à cette rencontre mondiale se sont réunis pour partager les meilleures pratiques et données factuelles afin de mettre au point de nouvelles méthodes novatrices permettant d'établir un partenariat égal entre les hommes et les femmes. Les mères ont besoin des pères et que les pères ont besoin des mères et qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la société en général pour permettre aux pères d'être plus proches de leurs enfants et de s'en occuper depuis le plus jeune âge. C'est en marge de cette rencontre que l'association Quartier du Monde, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, lance un projet intitulé « Parce que je suis père ». Pour sa troisième réunion mondiale, Men Care a choisi Rabat. Cette campagne pour la paternité qui regroupe 100 partenaires dans le monde œuvre dans plus de 55 pays pour l'équité parentale. La communauté juive marocaine des États-Unis rend hommage aux monarques marocains et à leur engagement en faveur de la liberté de culte et du dialogue interreligieux. Des centaines de personnalités se retrouvent ce soir à Los Angeles pour rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à feu leur Majesté Mohammed V et Hassan II. En Amérique du Nord, les Marocains de confession juive maintiennent toujours des liens très forts avec leur pays d'origine. C'est le cas notamment d'une famille installée en Californie depuis plus de 50 ans. Originaire de Fès, la famille Rimok s'est distinguée dans le monde des affaires. Nos envoyés spéciaux Ihsan Benbel et Abdel Fattah Moumen les ont rencontrés à Los Angeles. Reportage. Tout commence avec une musique qui a bercé son enfance. Joël Rimok a quitté sa ville de Fès à l'âge de 9 ans. Malgré les 10 000 kilomètres qui la séparent de son Maroc natal, elle reste très attachée à certaines traditions qu'elle perpétue dans sa demeure californienne. Les théières, les verres marocains de toutes les couleurs, la façon dont ils servent le thé, qui relève la théière et toute cette action, c'est toujours un souvenir et on le fait tout le temps, on le fait toujours. Where would you like it? Over here? C'est autour d'un thé à la menthe et de gâteaux marocains que toute la famille Rimok se retrouve. Le père, Jacques Rimok, célèbre homme d'affaires qui a quitté le Maroc très jeune, en parle toujours avec beaucoup d'émotion. toujours نتفكر الماروك ونحب الماروك et si j'ai l'occasion أنا نحب أنا نمشي الماروك tant que je peux. J'ai des souvenirs incroyables et une gaieté. Toujours, je me rappelle la gaieté dans les maisons, les fêtes, et sans arrêt, sans arrêt. Et les préparations avant les fêtes, tout le monde se rassemblait, et ils étaient unis, et tout le monde venait aider. Il y avait toujours une ambiance extraordinaire.
Et quand on a quitté ça, c'était plus la même chose. Son départ, Joëlle l'a vécu comme un déchirement. Nostalgique du Maroc de son enfance, elle a toujours partagé son amour pour la terre de ses ancêtres avec ses enfants. Je connais très bien le Maroc et je le porte dans mon cœur. Ce n'est pas seulement parce que mes parents sont marocains que je le suis, mais parce que je me sens marocain. Et même si nous sommes loin, nous perpétuons les traditions marocaines. On avait la chance de visiter Maroc pendant 3 ans déjà. On a visité toutes les villes, les familles. Et c'était la première fois que mes parents retournaient à Maroc pendant que j'étais petit. Et c'était incroyable de voir pour moi la vie que mes parents parlent toujours de. Quand il était enfant au Maroc, Jacques Rimoc rêvait de devenir footballeur. Il est aujourd'hui à la tête d'une marque de sacs à main parmi les plus célèbres au monde. Malgré toutes ses occupations, ce natif de Fès et sa femme n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Et comme ils le disent si bien, ils ont quitté le Maroc, mais le Maroc n'a jamais quitté leur cœur. Vive le Maroc! Signe de leur attachement à leur pays d'origine, les Marocains de confession juive vivant aux 4 coins du globe viennent chaque année par dizaines de milliers pour visiter les lieux de pèlerinage juifs. Ils rendent ainsi hommage à plus de 1200 saints enterrés en cette terre musulmane. Salim Abnabo. Devant la sépulture du rabbin Amran Ben Diwen, des centaines de pèlerins se succèdent. Ce saint vénéré repose depuis 240 ans sur les hauteurs de Ouezzane. Le point d'orgue se situe traditionnellement le 15 mai, avec la grande iloula de ce rabbin. Il prie à l'unisson et jette des cierges sur le bûcher. Un rendez-vous spirituel que le rabbin David Haddad ne raterait pour rien au monde. Originaire de Tabia, petite bourgade de la province d'Azilal, il se rend également chaque année sur la sépulture de Sidi Moulti Mahdart, enterré dans sa ville natale et qu'il a contribué à rénover. Le nom de ce saint figure dans ce livre dans lequel sont répertoriés les quelques 400 tzadikim, les justes en hébreu, qui reposent au Maroc. David Haddad connaît l'histoire de tous ou presque. Ils viennent prier ces saints pour demander au bon Dieu de bonnes choses, la pluie, le bien, la paix dans le monde. En quelque sorte, nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières. Nous ne vénérons pas les saints, nous prions Dieu, nous qui ne sommes rien sans lui. Et nous disons, voilà, regarde ce qu'a accompli ce saint au cours de sa vie, pardonne-nous et exauce nos prières. C'est la raison pour laquelle nous leur rendons visite et nous allumons des bougies. 400 saints, ce sont les chiffres officiels du fait de leur notoriété. En réalité, d'après Zohor Hehel, conservatrice du musée du judaïsme marocain, il y en aurait au moins 800 de plus enterrés de façon quasi anonyme, autrement dit sans construction funéraire. Il arrive parfois que juifs et musulmans marocains partagent les mêmes croyances en des saints, une exception marocaine qui n'a rien d'étonnante. La coexistence entre les deux a donné naissance à des usages commun. Dans chaque cimetière aussi, il y a des dizaines de tombes de rabbins enterrés et qui représentent en fait une occasion pour organiser une hiloula ou bien un pèlerinage. Moul Darbida ou bien Rabbi Eliyahu, c'est comme c'est des bliotes à Casablanca, c'est-à-dire ce sont 2 saints qui sont vénérés et par les juifs et les musulmans. C'est des bliotes, il est vénéré et visité par les juifs et les musulmans à Casablanca et aussi Rabbi Eliyahu, mais ça c'est autrefois. Il serait pas moins de 100 000 chaque année à faire le déplacement jusqu'au Maroc pour prier ces saints, à l'image du mausolée du rabbin Ishaq Abi Hassera, enterré dans la région d'Arachidia. Une 50aine de pèlerinages qui reflètent également l'attachement des juifs marocains à leur pays. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec le festival Visa for Music. L'événement débute demain à Rabat. 50 artistes sont attendus sur la scène de cette 6e édition. Conférences, ateliers et expositions sont également au programme de ce festival qui vise à promouvoir les musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. De découvrir les richesses musicales du continent africain. Et pour en parler, nous recevons Brahim Mzned, fondateur et directeur de Visa for Music. Brahim Mzned, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Visa for Music en est à sa 6e édition. C'est une plateforme destinée aux artistes, aux musiciens d'Afrique et du Moyen-Orient. Quel bilan faites-vous de l'évolution de ce festival à la lumière des éditions précédentes? Merci de me recevoir. Bonsoir. Donc,
ce marché ou ce festival a permis à des centaines d'artistes depuis sa création de se produire sur des scènes prestigieuses à travers le monde. Ça a été aussi l'occasion, le Visa for Music est aussi l'occasion d'organiser un certain nombre de workshops auxquels ont participé plusieurs artistes et acteurs culturels du Maroc et du reste du continent. Ces ateliers ont permis à des opérateurs culturels de monter leur start-up dans ce secteur-là. Les centaines de professionnels qui viennent chaque année à ce festival de tout le continent africain, du Moyen-Orient, mais aussi du reste du monde, prouvent que ce rendez-vous est un rendez-vous maintenant majeur sur le continent africain. C'est le premier rendez-vous dédié à la profession dans ce secteur des industries de la musique. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un rendez-vous de telle nature et le Maroc a toute la légitimité d'organiser ce rendez-vous ici à Rabat, ville lumière et capitale culturelle du Royaume. Et concrètement, comment Visa for Music peut-il contribuer à lancer la carrière de jeunes musiciens ? En fait, chaque année, d'abord, nous recevons des centaines de candidatures. Cette année, nous avons reçu exactement 852 candidatures. Le jury en choisit quelques-uns. Mais le rendez-vous est ouvert à tous les artistes, et pas uniquement les artistes, les opérateurs culturels, qu'ils soient tourneurs, managers, directeurs de salles, techniciens, tous ceux qui travaillent autour des industries de la musique, de se trouver à Rabat, d'échanger, de participer à des ateliers, à des speed meetings. C'est ce qui leur permet aussi de mener des réflexions, de rencontrer également des programmateurs. Beaucoup d'artistes comme je disais, se sont produits sur des scènes prestigieuses en Europe, en Europe du Nord, en Amérique du Sud, sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, ce rendez-vous est devenu vraiment un rendez-vous majeur. C'est le premier. Il y en a à peu près 7 rendez-vous de cette nature en Afrique, mais la géographie et la culture au Maroc, la géographie nous rend service puisque les opérateurs européens viennent plus facilement à Rabat que sur d'autres rendez-vous à l'échelle africaine. Parlons de la gestion de ce festival. Sa gestion diffère de celle d'un festival traditionnel. Ouais. Comment ça se passe concrètement en termes de financement ? C'est un projet que nous avons voulu... c'est un projet qu'on souhaite contribuer un peu à la structuration de secteur des industries de la musique. C'est pas uniquement un festival, c'est aussi un rendez-vous professionnel. C'est vrai que pour un sponsor traditionnel, ce n'est pas un festival. Tout d'abord parce que c'est un festival qui a lieu l'hiver. C'est pas un festival comme on a l'habitude de voir qui ont eu l'été. Donc c'est un lieu qui a lieu dans des lieux fermés. C'est vrai que c'est pas évident de défendre, mais ce type de projet existe un peu partout dans le monde et il a plus besoin de partenaires mécènes ou institutionnels pour pouvoir participer à la structuration de ce secteur, le sortir de l'informel, donner l'opportunité aux artistes de se faire connaître ici, à l'échelle internationale, devant les professionnels qui viennent du monde entier. L'engouement que ça a provoqué ce projet en invitant des professionnels du monde entier prouve qu'il se place comme un projet leader ici sur le continent africain. Brahim El Meznad, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur et fondateur du festival Visa for Music qui débute demain à Rabat. Promouvoir les musiques africaines est également l'objectif des All Africa Music Awards prévus le 22 novembre prochain à Lagos, au Nigeria. Les internautes vont départager les nominés à cet événement panafricain et parmi eux, des artistes marocains dont Nada Azhari. Cette jeune casablancaise est l'une des figures montantes de l'indie pop. Reportage Samir Bouhmidi et Yamin Haddo, le récit est de Sami Halissi. Ce nouveau visage de la scène musicale marocaine a rafraîchi l'univers peu visité de la musique électropop. Quel mélange à des sonorités indiennes. Nada Azhari chante en anglais et en darija. Cette jeune casablancaise est interprète, mais aussi compositrice et auteure. Elle n'en revient pas encore d'avoir été nominée à la 6e édition de All Africa Music Awards au Nigeria. Donc, je ne m'attendais pas du tout à être nominée à Afrima parce que tous les ans, je vois qu'il y a de grands artistes qui participent. Sa famille a toujours soutenu Nada dans ses choix artistiques.
et sont ses fans de la première heure. C'est moi qui suis la dernière à la voir avant qu'elle monte sur scène pour la rassurer parce qu'elle stresse beaucoup, mais dès qu'elle commence à chanter, sa voix est très belle et le public adore. Elle a appris la musique toute seule à la guitare. Ensuite, elle s'est présentée à des concours et des castings qu'elle a passés avec succès. Ces titres, Nelly Britz et Osafi, l'ont fait sortir de l'anonymat, mais c'est grâce à Jrit, où sa voix cristalline chante ses rêves et ses aspirations, que ce nouvel espoir de la catégorie India Pop Electro a été sélectionné à la Frima. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu Chakib Ben Moussa, le souverain, la chargée de la présidence de la commission spéciale sur le modèle de développement. La création de cette commission avait été annoncée lors du discours du trône en juillet dernier. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Khalid Mustafaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.